Voilà. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire sur l'e-facturation. Je m'appelle Manueline, je serai votre animatrice ce soir pour répondre à un maximum de vos questions sur ce sujet, pour lequel les délais se resserrent de plus en plus. J'ai à mes côtés Éric Bertrand, qui est notre expert ce soir et qui pourra vraiment vous épauler au mieux. Et je voudrais avant tout remercier le syndicat neutre pour indépendants, le SNI, qui organise cette session avec le soutien de Digital Wallonia, de l'Agence du numérique et de la Wallonie. Bonsoir à tous. Je vous propose, via l'onglet Discussion de webinaire, de faire connaissance, de nous partager qui vous êtes, dans quel domaine travaillez-vous, ce qui vous amène à nous, ce qui nous amène à vous, ce qui vous amène à nous rejoindre ce soir. Donc surtout, hein, dans quel milieu professionnel vous évoluez, qu'on puisse vraiment pouvoir cerner vos domaines professionnels et répondre au mieux à vos questions. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas, hein, dans l'onglet Discussion, donc dans le bas de votre écran, il y a quelques onglets, l'onglet Discussion. Et puis, si vous avez des questions spécifiques, et on imagine que vous en avez puisque c'est un webinaire de questions-réponses, je vous invite à utiliser l'onglet Questions-réponses pour déposer vos questions. Merci à la quinzaine de personnes qui s'est déjà connectée. Alors voilà, on a déjà un premier métier, esthéticienne, masothérapeute. Merci, ça doit être passionnant. Ce deuxième métier qui est moins connu. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui... Voilà, secrétaire indépendant, artiste peintre, indépendant à titre principal, bienvenue. On a eu pas mal d'artistes, d'artisans qui ont participé au précédent webinaire. MAD, un coworking, bienvenue. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous étiez présent au webinaire de lundi ou si vous participez uniquement à cette session de questions-réponses. Et je vous propose dès à présent de déjà, le temps qu'Éric se présente, de déjà inscrire des premières questions que vous vous posez dans l'onglet questions-réponses. Nous en avons aussi reçu avec vos formulaires d'inscription. Donc, on va répondre à la totalité de toutes ces questions dans un instant. Merci à Myriam qui nous partage le fait qu'elle est revendeur en électroménager. Donc, voilà encore un autre métier qui est présent ce soir. Et pour Gérard qui nous dit ne pas pouvoir rester toute la soirée, Gérard, vous aurez un replay et des informations envoyées par mail si vous ne pouvez pas rester à l'entièreté de la session. Et puis pour ceux qui étaient, merci d'être revenus, pour ceux qui étaient présents lundi, il y a encore des zones de flou, on en est conscient. On est là pour ça aujourd'hui, pour avoir beaucoup plus de temps pour répondre de manière beaucoup plus précise à vos interrogations. N'hésitez pas, si on n'a pas complètement répondu à des questions que vous avez posées lundi, à les réinscrire dans l'onglet questions et réponses. Sans plus attendre, maintenant que vous êtes tous confortablement installés les unes et les autres, je passe la parole à Eric qui va prendre quelques instants pour se présenter et puis on va très rapidement entrer dans le vif du sujet. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Éric Bertrand. Donc, pour ceux qui ne m'ont pas encore vu dans l'une ou l'autre des présentations que j'ai pu faire au sujet de PayPal, qui ont rythmé mon quotidien depuis plus de 6 mois maintenant, parce que j'ai quand même fait plus d'une cinquantaine, ouais, je pense entre 50 et 70 présentations à ce sujet. Donc, je pense qu'il y a un replay hein, au sujet de la présentation de lundi dans lequel je me présentais également. Mais je suis informaticien de gestion, donc je vais pouvoir répondre normalement à beaucoup de questions pratiques, techniques et des questions plus business, gestion commerciale et également juridique. En m'arrêtant évidemment à un moment donné à des questions qui pourront nécessiter que vous vous tourniez vers un expert comptable ou vers un juriste. Donc voilà, j'ai déjà parcouru pas mal de questions hein, qui m'avaient été posées
soit lundi déjà, et puis voilà, dans nos échanges et dans les inscriptions également. Je pense qu'on va pouvoir répondre à peu près tout aujourd'hui. Même si certainement on va pouvoir récapituler tout ce qui s'est dit lundi, mais je pense qu'il y a le replay, donc je pense que voilà, la synthèse de ce qui va se dire aujourd'hui plus le replay, ça pourrait être pas mal. Voilà. Voilà donc, comme vous venez de le découvrir, je vous promets que Eric sait presque tout sur la facturation électronique. Et Je suis grillé, là. à quelques exceptions, voilà, il s'est bien entraîné cette année. Et voilà, quelques jours avant les fêtes qu'on vous souhaite déjà excellentes, il va encore passer 1 heure avec vous à répondre à quelques questions. Alors pour l'instant, vous n'avez pas déposé de questions dans l'onglet questions et réponses. Sandra, qu'on remercie du SNI, est avec nous et est en train de vous partager quelques liens très précieux dans la discussion du webinaire. Et à l'écran, vous avez, pour ceux et celles qui sont là aujourd'hui pour poser des premières questions et n'ont pas encore pu voir un webinaire complet sur l'e-facturation, n'hésitez pas à vous inscrire à une des sessions qui sont présentes à l'écran. Il y aura encore un webinaire où pendant 1h30, on vous explique tous les secrets de l'e-facturation le 12 janvier. C'est toujours en soirée, hein, d'accord? Toutes les sessions démarrent à 19 heures. Une deuxième session de questions-réponses le 15 janvier. Si dès demain, vous vous inscrivez sur une plateforme, un logiciel, et qu'il vous reste encore quelques questions à nous poser. Ce qui est certain, et je peux déjà vous répondre à cette question, c'est qu'en Belgique, nous avons décidé de jouer les bons élèves et dès le 1er janvier 2026 à se mettre déjà en ordre de marche, alors que l'Europe a laissé un délai bien plus long à l'entièreté des pays partenaires pour s'y mettre. Et je propose peut-être, Eric, en 2-3 minutes, que tu nous rappelles les grandes lignes de la facturation électronique et de PayPal. Et puis Oui. ensuite, on va répondre aux questions qui ont été posées lors des inscriptions à ce webinaire. Oui, absolument. Je relance peut-être juste cette vidéo d'explication sur le principe, hein, donc où je fais l'assimilation à l'envoi d'une facture par boîte mail, donc par email, où on a une adresse mail, un émetteur, un récepteur, et non pas Outlook comme logiciel, mais un programme de facturation qui va être capable d'émettre des factures vers un destinataire et de les recevoir donc en réception et de gérer des accusés de réception. Donc, on est sur un système donc à 4 coins où la facture transite par le réseau, donc n'est pas stockée en permanence sur le réseau. Elle ne fait que passer jusqu'au moment où on la réceptionne donc dans son logiciel de facturation. Donc, c'est le logiciel de facturation que vous allez utiliser ou que vous allez choisir qui va vous donner accès au réseau PayPal et ainsi générer un identifiant PayPal, donc votre adresse PayPal que vous pourrez communiquer à des tiers pour qu'ils puissent vous trouver sur le réseau ou qui pourront vous trouver grâce au fait que vous êtes assujetti TVA et grâce à ce numéro de TVA, arriver à retrouver votre identifiant PayPal qui, par exemple, enfin pas par exemple, qui est en Belgique pour les assujettis TVA, toujours composé de 4 chiffres, donc 0208, 2 points le numéro de TVA. Donc ça, c'est une adresse PayPal, et donc c'est différent pour chaque pays. Et puis en plus, il y a des cas spéciaux pour les administrations ou d'autres entités spécifiques. Mais donc en gros, il s'agit de ça, la facturation électronique, donc ça transite, et c'est vos logiciels qui vous connectent et qui vous permettront d'envoyer et de recevoir donc, les factures. Voilà un petit résumé, je veux dire, rapide. Merci Eric. Et donc, dans ce que tu viens de nous faire comme rappel pour ceux qui avaient déjà vu ce schéma, nous ne devons pas oublier que se connecter à PayPal n'est possible que si on a choisi un logiciel. Et ces logiciels, il y en a plusieurs. On va vous les représenter aujourd'hui si vous nous posez la question et que vous souhaitez qu'on vous explique un peu les différentes catégories de logiciels qui sont à disposition. Avant toute chose, je te propose, Eric, parce que les questions commence à arriver sur ce sujet. OK. Si je suis, qui est concerné, indépendant, indépendant complémentaire, on me parle déjà d'exonération TVA, d'article 44. Est-ce que tu peux nous faire un récap
de qui est concerné par PayPal dans l'envoi ou la réception de factures pour reclarifier ce sujet, s'il te plaît. Donc, c'est imposé à partir du 1er janvier 2026 entre assujettis TVA. Donc, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Donc, ça veut dire que si vous envoyez également une facture à un non assujetti TVA alors que vous êtes assujetti TVA, vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Donc, l'obligation n'est imposée que si les deux parties sont bien assujetties à la TVA. Maintenant, une fois que cette base est posée, hein, donc entre assujettis TVA, eh bien, on peut avoir une exemption spécifique qui est l'article 44 pour les thérapeutes. Donc, c'est défini dans le code, hein, ce qu'est un thérapeute. Donc, c'est un médecin donc, qui va produire, par exemple, des prestations dites thérapeutiques. Mais si ce médecin réalise des prestations de formation, par exemple, mais ce ne sont pas des prestations thérapeutiques. Et dans ce cas, si ces prestations sont fournies à un tiers qui lui-même est assujetti TVA, comme par exemple un autre médecin qui bénéficierait également d'article 44, dans ce cas, puisqu'il s'agit de prestations qui ne sont pas couvertes par l'article 44, parce que de la formation, ce n'est pas thérapeutique, dans ce cas, ils devront utiliser le réseau PayPal pour s'échanger cette facturation. Donc, l'exception est très limitée. Hein, donc, il ne s'agit que de prestations thérapeutiques. Donc, pour les forfaits TVA, pour les franchisés, tout ça, pour les indépendants complémentaires, vous êtes tous obligés de le faire. Donc, vous devez tous utiliser un logiciel de facturation connecté au réseau PayPal qui soit capable d'envoyer et de recevoir des factures sur le réseau PayPal. Si vous êtes assujetti à la TVA et que vous n'émettez jamais de facture, vous ne faites que des ventes comptoirs à des privés. Dans ce cas, vous êtes obligé d'être sur le réseau PayPal et d'être capable à tout le mois de réceptionner, donc vos factures sur le réseau PayPal à travers donc un logiciel que vous choisiriez. Oui, donc je continue, comme tu dis, si je fais de la vente comptoir, que ce soit un marché, dans un magasin, je continue à donner des tickets sous le format que je souhaite à mes clients. Mais par contre, si mes fournisseurs me vendent des objets, du matériel, que sais-je, je dois Facture. recevoir par le logiciel cette facture. C'est Euh, ça. donc, par rapport à l'exception, article 44, thérapeutique, Carole, qui est avec nous ce soir, qui est esthéticienne et massothérapeute, tout dépend de si son métier de massothérapeute est reconnu comme thérapeutique en Belgique ou pas. C'est ça, au sens de l'article 44. Hein, donc, c'est défini dans le code. Et donc, là, il faut se tourner vers un expert comptable pour s'assurer que la prestation ou déjà son métier est couvert ou non. Et puis, si certaines prestations le seraient ou non. Donc, par exemple, on pourrait prendre un kiné qui vend du matériel de rééducation à, par exemple, un home et qui serait assujetti à la TVA. Dans ce cas, ce matériel n'est pas couvert par une prestation thérapeutique et donc le kiné devrait émettre sa facture par le réseau PayPal. Par contre, s'il s'agissait de prestations de rééducation qui seraient couvertes donc, par l'article 44, ces prestations-là, elles ne passeraient pas par le réseau PayPal. Alors, si j'ai, Eric, c'est la question de Anne qui est avec nous ce soir. Si j'ai un numéro de TVA, mais un de mes clients est une ASBL qui est exonérée de TVA, euh, comment ça se Attention. passe? Donc, il ne faut pas, voilà, il faut pas confondre une exonération et un assujettissement. Donc, en fait, si c'est une ASBL qui n'est pas assujettie à la TVA, donc elle n'est pas enregistrée à la TVA, dans ce cas-là, eh bien, il s'agit d'une transaction entre un assujetti et un non assujetti. Et dans ce cas, on ne passe pas par le réseau PayPal. Enfin, pas obligatoirement. Parce qu'il se peut qu'une ASBL, malgré le fait qu'elle ne soit pas assujettie à la TVA, décide quand même de s'inscrire sur le réseau PayPal par facilité. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit pour le moment. On a énormément d'ASBL qui s'inscrivent alors qu'elles ne sont pas assujetties à la TVA parce que ce sera plus simple pour elles de réceptionner leurs factures de leurs fournisseurs. Donc finalement,
En pratique, on va se rendre compte que on va quand même facilement utiliser le réseau PayPal au-delà de l'obligation légale. Mais l'obligation légale s'arrête au fait d'être assujetti. Donc ça, si c'est un SBL non assujetti, on n'est pas obligé. Et si l'ASBL est exonérée de TVA suite à l'article 44, qu'est-ce que ça change? Ah bien ça change en fait que s'il s'agit de prestations à facturer dites thérapeutiques, donc de soins, eh bien dans ce cas, on n'est pas obligé de passer par le réseau PayPal. Absolument. Anne, j'espère qu'on a répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à repréciser peut-être certains volets de votre question auxquels on pourrait répondre. On a également, je regardais dans d'autres questions. Pour changer de registre, peut-être j'avais une question là, qui était assez spécifique, mais qui concerne quand même pas mal de gens au sujet de l'e-commerce. Tout à fait. Ça, je Voilà. trouvais que c'était voilà, pas mal à traiter. Il y a des choses à dire. Je l'avais promis lundi que je traiterai quand même l'aspect e-commerce et cette question de la génération des facturations électroniques structurées par le réseau PayPal. À savoir que donc, son e-commerce, donc en tant que commerçant assujetti à la TVA, donc a un client qui réalise un achat sur l'e-commerce et est assujetti à la TVA, donc se présente en s'encodant dans sa fiche client comme étant assujetti TVA. Il faut se déclarer comme étant assujetti TVA quand on fait un achat, évidemment, hein, parce que les logiciels ne peuvent pas le deviner, au même titre que vous ne pouvez pas le deviner quand il s'agit d'une vente comptoir. Si vous allez dans une grande surface acheter donc de l'alimentaire, par exemple, eh bien, vous devez le spécifier si vous voulez une facture ou pas. C'est la même chose donc sur un e-commerce. À partir du moment où ces conditions sont remplies, bien, votre e-commerce, ou non, je reformule en tout cas, vous en tant qu'assujetti TVA qui utilisez un e-commerce, vous devez fournir à un moment donné cette facture donc par le réseau PayPal. Alors cette facture peut être fournie a posteriori. Rien n'oblige en fait de générer la facture au moment où la vente est conclue sur l'e-commerce. Donc, si on fait la vente, le paiement a lieu, on est habitué à recevoir donc un email avec un PDF qui est une pièce justificative de cette vente. Eh bien, on peut imaginer que cette pièce continue à être envoyée, mais que d'autre part, a posteriori, vous envoyez la facture formelle, définitive, l'original, hein, au sens du code TVA, a posteriori, et donc rien ne vous l'empêche, par exemple, de l'envoyer à la fin du mois. Donc c'est un moyen en fait de contourner le problème pour ne pas être obligé de résoudre les problèmes techniques liés à l'implémentation d'une solution donc de facturation électronique structurée avec une API, pour citer le terme technique, qui connecterait l'e-commerce au réseau PayPal. Eh bien, c'est un moyen de contourner en fait ces problèmes techniques ou en tout cas de peut-être se donner un petit peu de temps pour pouvoir les résoudre à tête reposée et ainsi utiliser son logiciel de facturation habituel, je vais dire, pour générer la facture PayPal et l'expédier a posteriori. Cela étant, il est donc possible, comme je l'évoquais, de configurer son e-commerce pour qu'il fasse appel à un outil de facturation sur le réseau PayPal. Donc, utiliser un plugin, une API qui permet de connecter votre e-commerce, par exemple WordPress, hein, qui est quand même fort répandu, du commerce ou ce genre de choses-là, vers un plugin qui relie cet e-commerce à une solution de facturation intégrée au réseau PayPal. Là, j'avais un nom à citer, il y a ESI, hein, ESI qui est quand même une boîte informatique significative dans le paysage belge, Ah wallon en ben, tout c'était cas. justement une question d'Anthony qui était déjà là lundi, qui demandait, il est en train de chercher une solution pour faire ce lien entre son e-commerce et un logiciel qui se connecte à PayPal, et il nous demandait si on avait quelques conseils à lui donner. En fait, je voulais suggérer ESI, mais c'est une proposition parmi d'autres. En fait, pourquoi est-ce que je parle de ESI et pourquoi est-ce que je dis que c'est un acteur significatif dans le paysage belge en termes de digital et d'informatique? Ça signifie que si à un moment donné on fait appel à une solution, donc un outil, une brique logicielle qui permet donc de réaliser cette opération, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle soit fiable. On ne veut pas se retrouver avec une solution qui ne tienne pas la route dans le temps.
Et donc s'appuyer sur un acteur qui est robuste et local, avec lesquels vous avez des interlocuteurs, avec lesquels vous avez des informaticiens confirmés, eh bien, c'est peut-être une bonne idée, quoi. Et donc, c'est clair que si-paypal.be pourra certainement répondre à cette demande. Ah, voilà. Voilà. Donc, deux possibilités. Soit ben, vous continuez comme vous le faites maintenant, peut-être en modifiant un peu le document par email que vous envoyez à vos clients en leur disant vous recevrez la facture PayPal officielle ultérieurement. Et puis, vous faites ça avec votre logiciel de facturation quand vous en avez l'opportunité, je vais dire au plus tard à la clôture du mois. Et puis, si vous voulez faire une vraie intégration, l'idée de si-paypal.be est peut-être pas mal. Et donc, Anthony, dans votre réflexion, vous parliez aussi du choix de votre comptable d'utiliser Falco, donc ça c'est Horus derrière, et il y avait comme réflexion de votre part, c'est assez cher pour moi de payer Falco pour l'envoi des factures. Ce qu'Eric nous a déjà répété à plusieurs reprises lors des précédentes sessions, quand vous allez prendre un abonnement à ces logiciels comptables, ils vont faire beaucoup plus pour vous aider dans votre quotidien que de vous permettre de vous connecter à PayPal. Et donc, à peut-être regarder avec votre comptable tout ce que Falco peut vous offrir comme facilité au quotidien. Et ça vaudrait alors à ce moment-là peut-être la peine de passer à l'abonnement. Je te laisse, Eric, tu viens justement de nous partager le dashboard pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc à titre d'exemple, parce qu'il y a également donc un Winbooks Connect pour la partie Winbooks, il y a également Bob Desmat pour Bob et d'autres encore. Donc c'est vraiment à titre informatif, mais pour donner une idée en fait de ce qu'on peut faire au-delà de la facturation. Donc on a des informations fiables sur le tableau de bord parce qu'elles sont tenues dans le logiciel du comptable. Donc on sait que ces informations sont correctes. On a bien entendu les informations liées à la collecte dans laquelle on voit bien, toutes les factures qui ont pu rentrer, notamment des factures qui ont potentiellement été récupérées avec PayPal. On va avoir voilà, quelques factures PayPal. On va avoir la possibilité d'avoir des analyses financières, mais également de générer ces paiements. Donc, on peut effectuer donc, des paiements, par exemple, grâce à des QR codes ou générer des fichiers. Mais donc là, on va gagner du temps parce qu'on ne doit plus réencoder. Et ce temps, finalement, vous coûte quand même, allez, je veux dire, le temps, c'est de l'argent, hein, on peut dire. Donc ça, si tout ça est automatisé, c'est évidemment plus efficace. Et puis, les rappels intégrés, quoi. Et donc des rappels qui sont générés avec des chiffres qui sont corrects puisqu'ils sont intégrés au logiciel de comptabilité donc de la fiduciaire. Donc c'est l'ensemble en fait de cette évolution digitale, de cette transformation numérique qui va vous faire gagner du temps sur l'intégration, la facilité d'échanger avec le comptable, l'intégration, la récupération des factures avec vos fournisseurs avec PayPal, la gestion donc de vos paiements et puis la gestion de vos rappels et de votre recouvrement. Et donc si vous mettez tout ça dans le shaker, on se rend compte que 14 euros par mois, c'est peut-être pas quelque chose de fou, quoi. Hein. Et la plupart de ces logiciels existent aussi en application mobile sur vos téléphones. Euh, Oui, Ils, absolument. ils Hein. permettent de prendre, de scanner vos tickets d'achat, toute une série d'éléments qui peuvent aussi vous faire gagner pas mal de temps. Tout à fait. Hein. Donc ici, c'est la version Windows que je monte de Falco, mais il y a la version mobile en fait qui existe. Et on a voilà, on a d'autres exemples, d'autres solutions qui existent, qui sont voilà, qui sont redoutables. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas que de se connecter à PayPal ou que d'envoyer des factures à PayPal. Il y a 4-5 autres fonctionnalités qui vous permettent d'être voilà, plus efficace et d'être dans cette question de la transformation numérique. Et j'estime en fait que voilà, avoir un coût de 14 euros par mois dans le cas de Falco, par exemple, c'est pas quelque chose d'insurmontable et surtout qui est déductible à 100%. Hein, donc, et même au-delà, puisqu'il y a une petite aide avec une déduction supplémentaire octroyée par l'État à 120%, en tout cas pour 2026. Alors, je vois bien toutes vos questions apparaître. Ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps de répondre à toutes. Je ne les prends pas forcément dans l'ordre
chronologique. Je te propose peut-être, Eric, on va répondre à Myriam qui, elle, est à la recherche d'un logiciel. Elle est prête à franchir le pas. Euh, Ok, pour l'instant, elle avait justement exploré Horus, Falco, mais elle a besoin de faire de la gestion de stock parce ok, qu'elle fait de la revente d'électroménager. Et donc, elle n'a pas encore vraiment trouvé le logiciel qui pourrait l'aider. Est-ce qu'on pourrait ok. en conseiller? Alors, donc, quand on parle de gestion de stock et d'applicatifs un petit peu plus spécialisés, vous vous souvenez lundi, et je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai proposé en fait une petite méthode pour s'y retrouver dans la panoplie de solutions qui existent sur le marché. Et j'ai mis en place le 3x3, donc trois types de logiciels et trois types d'interlocuteurs. Trois types de logiciels, ce sont les solutions web. On a parlé de Docker, on a parlé de Pilit, on a parlé de, voilà, de tas de solutions web SaaS, comme on appelle ça. Puis on a les applications donc dédiées vers les comptables. Donc dans la première solution, évidemment, ces solutions web SaaS, elles n'ont pas de gestion de stock. Hein, c'est quelque chose de rare en tout cas. Dans la partie applicatif, donc euh, lié au comptable, eh bien, on a des applicatifs, donc Winbooks Connect, Falco, Bob Demat, qui n'ont pas non plus de gestion de stock. Et donc, on doit se tourner vers ces solutions de troisième niveau, qui sont plus des logiciels de gestion ou ERP, qui peuvent être en version web également ou en version Windows installée, hein, mais qui sont dans cette catégorie de logiciels avec des fonctionnalités plus avancées. On n'est pas, passez-moi l'expression, et sans que ce soit péjoratif, sur un petit logiciel de facturation, on est sur un outil de gestion. Bien, un outil de gestion, ça implique en fait d'avoir un interlocuteur adapté. Donc, dans les interlocuteurs, eh bien, il y a certainement votre comptable hein, pour vous assurer d'être compatible avec lui. Il y a certainement votre corporation pour savoir ce que les autres font dans le même métier que vous. Et puis, il y a les informaticiens de gestion comme nous. Et donc, quand on me pose la question de savoir, tiens, j'ai besoin d'une gestion de stock, eh bien, j'ai toute une série de petites questions à poser. Mais par exemple, tiens, est-ce que vous faites des ventes comptoirs? Est-ce que vous faites de l'e-commerce? Est-ce que, au niveau des achats, bah, vous avez quelque chose de évoluer? Est-ce que vous achetez, par exemple, du matériel en caisse de 10 et puis vous allez revendre ça à l'unité? Ou est-ce que vous vendez au litre alors que vous achetez en fût de 100 litres? Et donc, on doit gérer des unités, mais une gestion de stock avec des unités, c'est déjà plus compliqué qu'une une gestion de stock où on fait du un pour un. Donc, il y a pas mal de questions qui peuvent se poser derrière ça. Et donc, il y a une panoplie à nouveau de logiciels dans cette troisième catégorie de logiciels qui peuvent répondre à ces attentes. Et donc, on a des noms comme Odoo, hein, dont on a parlé, mais il faut que ce soit compatible avec le comptable, hein, donc c'est souvent un gros frein. Je proposais Gecosoft, dans le bâtiment, on proposait Virtuosa, on a Mercator qui existe, il y a Logistics. Donc, il y a quand même pas mal de solutions qui ont toutes leurs spécificités, leurs caractéristiques, qui dépendent en fait de vos besoins, en fait, de votre cas d'usage. Donc c'est important de le définir. Hein, donc, d'ailleurs, dans le chat, si vous voulez, vous pouvez énumérer et répondre aux différentes questions que je viens de poser. Et je pourrai encore même peut-être vous répondre l'une ou l'autre suggestion après, en fonction de ce que vous m'aurez spécifié, et peut-être aussi de me préciser votre métier. En fonction du métier, il y a évidemment des applicatifs qui existent dédiés, qui répondent à 100% alors à toutes les possibilités ou toutes les demandes. Hein. J'expliquais lundi que nous distribuons chez nous un logiciel de gestion pour les brasseurs, distributeurs de boissons, et où on va gérer les accises et les unités spécifiques à ce métier, ainsi que les cautions et retours avec la gestion comptable et fiscale liée à tout cela. Donc, il existe des solutions, il faut juste ne pas se tromper. Et les questions que j'ai posées, en fait, vont aider à resserrer les mailles du filet pour trouver la bonne solution. Voilà. Je suis en parallèle en train de partager quelques liens avec vous, alors pas tous, hein, mais comme ça vous pouvez déjà un peu vous faire un avis. Et de ce fait-là, je n'ai pas attrapé dans ce que tu as partagé comme information, Eric, ce que tu nous conseillais pour cette gestion de stock. Oui, ben donc j'ai posé quelques questions en fait. Hein. Donc, c'est de savoir.
Donc, on est dans la troisième catégorie des logiciels et il faut essayer de resserrer les mailles du filet en fait des spécificités du métier. Et donc, Ok. dans la question de la gestion de stock, si on fait une gestion de stock un pour un ou si on fait une gestion de stock où on achète par exemple au fût de 100 litres et on vend au litre, où on vend à la bobine et on achète en caisse. Donc la gestion de stock avec des unités ou la gestion de stock avec des quantités spécifiques, c'est différent d'une gestion de stock, par exemple, un pour un, ou alors d'une gestion de stock multisite. Est-ce qu'on fait des ventes comptoirs? Voilà. Est-ce qu'on a des articles composés qui peuvent être... voilà. Tout ça, ça a de l'importance pour voilà, essayer de choisir le bon outil. Et j'ai cité toute une série de solutions, une série de logiciels, mais il faut répondre un peu à toutes ces questions pour aider à faire un choix, quoi, en fait. Mais donc là, le bon interlocuteur, c'est certainement l'informaticien de gestion, tout en s'assurant d'avoir une solution qui soit compatible avec le comptable. Et pour terminer de vous répondre, Myriam, peut-être vous dire que vous nous dites, bon, en attendant, j'ai opté pour Dockel. Eh bien, oui, bon réflexe. Optez pour quelques semaines ou pour quelques mois pour un logiciel, pour vous mettre en ordre. Vous aurez tous les droits de changer d'avis après un essai d'un trimestre, par exemple, hein, Eric. Oui, On n'est pas absolument. lié pour toute la vie à cela. Alors, je vois, Anthony, vous nous partagez toute une série de tarifs, hein. Malheureusement, Anthony, ce n'est ni Eric ni moi qui avons décidé qu'on devrait passer par un logiciel et pour se connecter à PayPal. Et on voit bien hein, que ça fait un surcoût qui peut être important pour vous de devoir assumer le coût d'abonnement d'une API. Je ne sais pas, Eric, si tu veux encore donner un conseil par rapport à cela. Oui, ben effectivement, hein, donc c'est possible que des coûts puissent être relativement voilà, plus conséquents, mais bon, euh, je vois des tarifs ici qui sont relativement élevés. Donc, par exemple, je peux vous dire que chez nous, on a des brasseurs et distributeurs de boissons, comme je vous disais, où on a des gens qui facturent jusqu'à 40 000 factures par an, et donc on est à 1 cent la facture, quoi. Donc là, on est C'est avec l'API, hein, Eric, ici, c'est bien. Mais C'est oui, bien. c'est ça, hein, mais donc peu importe, hein, que ce soit avec l'API ou que ce soit avec un de nos logiciels. Je donne un exemple, hein, à nouveau, on n'est pas dogmatique et on est sur la neutralité de ce que voilà, notre position vis-à-vis de l'agence du numérique nous impose, mais à titre d'exemple, et je parle du tarif que je connais, chez nous, on descend jusqu'à 1 cent la facture, donc 1 cent pour des 40 000 factures, on se rend compte que ça devient tout de suite beaucoup plus accessible. On ne parle pas de montants aussi importants, parce qu'évidemment, 1 cent ou 15 cents, c'est 15 fois plus, quoi, hein. Donc, voilà, il faut à un moment donné, en rapport avec la volumétrie aussi, aller dans les logiciels et les solutions qui sont calibrés pour traiter des volumes comme cela. C'est clair que Billit, c'est une solution d'entrée dans la première catégorie des logiciels web qui va permettre à je vais dire, un entrepreneur qui fait 100 factures par an de s'en sortir tranquillement. Voilà, dans des coûts raisonnables et acceptables. C'est clair que si on fait 12 000 factures par an, Billit, ça ne sait pas être la solution, quoi. Bon, alors, je m'excuse, je vois que je vous avais envoyé plein de liens dans la conversation, mais uniquement à mes collègues qui sont animateurs de cette session. Donc, je vais prendre le temps pendant les prochains échanges de vous les recopier-coller dans la conversation. Merci Anthony alors de nous avoir partagé toute une série d'informations collectées au niveau des tarifs. Et donc, oui, pour vous, ça pourrait représenter 600 par an. Ne faisons peut-être pas trop vite des généralités puisque ce sera au cas par cas en fonction de chacune de vos métiers, de vos usages, Moi, etc. je trouve que c'est pertinent comme remarque parce que le choix de l'outil Mhm. dépend aussi de sa volumétrie et donc de la tarification au volume. Ça se négocie, ça se discute. Voilà, il y a des possibilités. Et je vous dis, ça peut descendre jusqu'à 1 cent la facture. Donc, il faut continuer à chercher. Alors, on va peut-être revenir avec deux, trois principes de base, avec des questions qui nous ont été posées, Eric. On a Michel, merci Michel de nous avoir posé cette question. Deux sœurs en profession libérale. En fait, peu importe une personne, deux personnes ou 10, c'est lié au numéro de TVA. C'est bien cela, Absolument. Eric. Oui, absolument. Tout à fait exact. Donc, Voilà.
un logiciel avec un abonnement pour un utilisateur par numéro de TVA. Donc, si ces deux sœurs utilisent le même numéro de TVA, ben, bien évidemment, il n'y a qu'un seul abonnement à prendre, si j'ai bien compris, Eric. S'il y a deux numéros de TVA, il y a alors deux abonnements à prendre, j'imagine. C'est ça, les deux outils, absolument. Voilà. Alors, d'autres questions euh, par rapport à un fournisseur qui va m'envoyer ses factures en version papier. Est-ce que je peux continuer à déduire les frais? Donc, ceux qui ne se sont pas mis en ordre de marge, quel impact ça va avoir pour moi? Voilà. Donc ça, c'est quand même un truc important à rappeler aussi, c'est que la législation d'application depuis donc, le 8 juillet 2025, donc arrêté royal, mise en application de la facturation électronique structurée, n'enlève rien à toutes les autres législations. Donc ça signifie que, outre le fait que vous soyez obligé de passer par ce réseau, toutes les autres règles d'application, donc fiscale ou TVA, sont toujours entièrement d'application, y compris l'éligibilité de la créance. Donc, ça signifie que si vous recevez une facture d'un fournisseur qui n'est pas en ordre de marche pour PayPal, cette facture reste éligible. Donc, vous devez toujours la régler, si, bien entendu, le contenu est légitime, hein, mais en plus, vous avez tout le loisir d'en avoir la déductibilité TVA fiscale que le législateur vous permet d'appliquer. Hein. Et la voie la moins taxée reste le choix du contribuable. Donc, tout reste d'application comme avant. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà. Oui. D'autres questions qui nous sont posées. Très intéressant. Comment ça se passe à l'étranger? Donc, si je dois envoyer une facture Europe ou hors Europe, Eric. OK. Donc, je rappelle quand même donc, hein, que PayPal, c'est un réseau mondial. Donc, on a des utilisateurs du réseau PayPal dans des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, donc essentiellement quand même des pays occidentaux. Il y a quand même des zones d'ombre hein, sur toute une série de pays asiatiques et africains, mais pour le moment, en fait, l'Occident en général est très bien couvert. Donc, le fait que vous ayez à un moment donné un interlocuteur qui soit sur le réseau PayPal vous permet de lui envoyer cette facture par le réseau sans aucune contrainte, je vais dire sans aucune différence par rapport à l'envoi d'une facture à un assujetti belge. Euh, d'un point de vue, donc, ça c'est l'aspect technique, hein, l'aspect pratique, mais d'un point de vue du législateur, donc en fait, l'obligation d'user du réseau PayPal n'est obligatoire que pour les assujettis belges à partir du 1er janvier 2026. La mise en application de cette loi, en fait, est issue d'un décret européen qui a été transposé en 2023 et qui impose en fait à tous les États membres de la CEE de passer sur le réseau PayPal d'ici le 31/12/2029. Donc d'ici 2029, tous les États membres seront dessus. En tout cas, tous les assujettis TVA de la CEE seront censés être dessus. D'ici là, il se pourra qu'on ait encore des échanges de factures papier entre assujettis de différents pays, donc entre Français et Belges par exemple, ou je ne sais quel autre pays de la communauté européenne. Et donc, ça veut dire que vous pourrez toujours envoyer, de la même manière que vous envoyez les factures à l'heure actuelle, vers des étrangers, sans qu'il n'y ait un problème quelconque vis-à-vis du législateur belge, puisque ce n'est obligatoire que entre Belges assujettis à partir du 1er janvier 2026. Voilà. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez, suite aux réponses d'Eric, d'autres questions qui vous apparaissent ou des questions plus précises à nous poser, je vais en reprendre. Oui, ben voilà, on a Carole. Je suis désolée pour vous, Carole. Vous êtes connectée à Dockel qui vous propose des webinaires auxquels vous n'arrivez pas à vous connecter et vous inscrire. Nous ne sommes pas derrière les webinaires que Dockel organise, mais ce n'est pas grave. Sandra vous a distribué, vous a partagé sur la discussion tout à l'heure un lien vers les prochains webinaires qui sont donnés par le SNI. Si vous n'arrivez pas
à vous connecter au webinaire de Dockle. Mais en tout cas, bravo pour la démarche d'avoir fait ce premier pas. Oui. Puis, on a toujours Anne, hein, qui nous a déjà donné pas mal de challenges tout à l'heure. Elle voudrait qu'on confirme bien deux, trois éléments avec elle. Elle est indépendante assujettie à la TVA, hein, donc je vous confirme, Anne, que vous êtes donc bien concernée par le sujet. Si votre client est une ASBL, est-ce que vous pouvez choisir la modalité d'envoi de facture vers ce client? Si ce client n'est pas assujetti à la TVA, mais qu'il est quand même inscrit sur le réseau PayPal, effectivement, vous pouvez choisir. Donc, on prend le cas d'un assujetti TVA qui doit envoyer une facture à une ASBL non assujettie. Donc, en fait, cette ASBL non assujettie, ce serait quand même inscrit sur le réseau PayPal. Eh bien, dans ce cas, l'émetteur de la facture, en l'occurrence assujetti TVA, pourra choisir de l'envoyer, je vais dire, par le moyen qu'elle jugera utile, hein, email, le donner en main propre ou que sais-je d'autre, ou l'envoyer par le réseau PayPal, puisqu'il s'agit d'un cas où on n'est pas entre deux assujettis TVA. Même si les deux sont sur le réseau PayPal, ce n'est pas obligatoire au terme de la loi donc de la mise en application de la facturation électronique structurée sur le réseau PayPal d'application au 1er janvier 2026. Voilà. Merci beaucoup. Autre question de Anne. Euh, Au niveau des formations, hein, donc ça, tu nous as bien dit tout à l'heure, si je donne des formations, je suis dans le flux tout à fait normal de devoir envoyer mes factures par PayPal. Et donc, si mes interlocuteurs sont sur PayPal, sont connectés à PayPal, le programme va détecter. Et ça, Eric, tu nous as déjà partagé une piste. Comment savoir si mes clients sont connectés à PayPal ou pas? C'est peut-être intéressant de faire un rappel. Oui, absolument. Donc, il y a un moteur de recherche en fait hein, qui est mis à disposition donc, par OpenPayPal. Ce moteur de recherche en fait permet de faire une recherche sur le nom d'une entreprise et de voir si cette entreprise est présente sur le réseau et si elle est capable de recevoir ou d'émettre des documents par le réseau. Et donc c'est donc directory.paypal.eu. Donc vous pouvez faire des recherches qui vous permettront donc de retrouver l'adresse, donc l'identifiant donc de l'utilisateur donc sur le réseau PayPal. Et je vais aller plus loin là-dessus. Donc en fait, les adresses PayPal, elles sont toujours faites d'un préfixe qui dépend du pays, suivi du numéro d'entreprise dans le cas de la Belgique. Donc ça diffère un petit peu des pays et voilà, des interlocuteurs. Et puis c'est pas toujours facile en fait, je veux dire, de lancer une requête sur ce genre d'adresse qui peuvent varier en fonction des pays. Mais les logiciels y arrivent. Donc ça veut dire que dans beaucoup de logiciels, vous avez un petit bouton magique sur lequel vous pouvez appuyer au moment où vous enregistrez votre fiche client qui vous dit tiens, il est sur le réseau PayPal, on active l'envoi PayPal quoi, en fait. Voilà, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, Voilà. tout à fait. Je me disais juste que j'allais peut-être vous partager ce lien comme ça. Hop, comme ça, vous aurez qu'à cliquer dessus. Voilà, une petite seconde. Et je devrais pouvoir vous le partager. En attendant, nous avons une dernière question de Anne. Euh, Anne, tu nous parles de facturer à un client ou au GDL. Alors moi, je ne connais personnellement pas cette abréviation. Je ne sais pas, Eric, si tu connais cette abréviation, le GDL. Ah, Euh, Grand-Duché du Luxembourg, mais merci, voilà. ok. Désolée, je n'avais pas fait le lien. Voilà, donc on en a parlé tout à l'heure, peut-être un petit refresh, hein, ça vaut Oui, toujours la peine parce que de en fait, répondre. c'est des pays donc États membres, hein, donc voilà. Et donc la question ben, de l'onboarding est très chaude au Luxembourg hein, pour le moment. Et donc effectivement, on a beaucoup de gens qui s'onboardent et qui sont présents sur le réseau PayPal.
d'ores et déjà et on va pouvoir leur envoyer et s'échanger des factures. Donc ça va faire partie également des premiers de classe, hein. Ça va être les premiers utilisateurs, les premiers à se connecter au réseau, hein, bien sûr. Donc oui, voilà. Eh bien, Euh, Anne, désolée, je n'ai pas suivi votre dernière réflexion. Donc, attention que PayPal tout seul n'existe pas, hein, comme on l'a dit en début Oui, de session. C'est à travers un logiciel auquel vous vous abonnez que vos documents vont passer par PayPal dans toute cette zone d'échange virtuel. Voilà. Et donc, oui, à terme, le Grand-Duché du Luxembourg devra se mettre en ordre de marge comme nous et vous trouverez votre client du Grand-Duché sur PayPal dans ce cas. Voilà. oui. En tout cas, pour le Luxembourg, le B2G est déjà obligatoire, hein, mais pas le B2B en fait, hein. Je ne connais pas exactement la date de mise en application de l'obligation en fait pour le Luxembourg, mais donc le B2G c'est vers le gouvernement, hein. Donc c'est quand on envoie les factures vers les structures gouvernementales donc du Luxembourg. Là, on ne peut plus les envoyer que par PayPal. Donc c'est des fournisseurs de l'État luxembourgeois. Elles ne rentrent plus que comme ça. Euh, Cela étant, ils ont mis à disposition une plateforme, un site sur lequel on peut réencoder sa facture manuellement pour pouvoir la transposer vers le réseau PayPal à l'intérieur donc de l'administration luxembourgeoise. Mais je ne connais pas la date de mise en application de l'obligation donc de la facturation électronique structurée pour les PME au Luxembourg. Toutes les dates sont différentes pour les pays. Je pense que pour le moment, ceux qui nous suivent de plus près, c'est l'Italie, en fait. Et on a déjà une mise en service, apparemment pour le 1er juillet pour la France également, mais qui ont également un système un peu différent, parce qu'ils ont un portail intermédiaire, en fait, pour la facturation interne, intramuros à la France, et puis pour l'extra, enfin, je vais dire l'intracommunautaire, avec une seconde passerelle, je vais dire. Alors Anne, pour vraiment, elle voulait être certaine d'avoir tout bien compris, Eric. Elle nous demandait est-ce que c'était le même directory pour le Grand-Duché du Luxembourg, est-ce que c'est européen? Oui, hein, donc le PayPal Directory, hein, le site que j'ai montré pour le moteur de recherche, donc c'est un moteur de recherche du réseau PayPal, donc c'est mondial. Donc si on recherche voilà, une entreprise qui est au Canada, on la retrouvera quoi. Voilà. Donc les recherches sont parfois laborieuses. Et donc en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je montre l'adresse PayPal, parce qu'on voit fleurir en fait cette adresse dans les signatures de mail, notamment dans les adresses mail de gestion, de comptabilité, un compta at telle société ou que sais-je d'autre, pour pouvoir retrouver facilement en fait ses interlocuteurs sur le réseau, parce que les logiciels n'arrivent parfois pas à les détecter automatiquement et de temps en temps on est obligé de pouvoir coller cette adresse comme on collerait une adresse mail dans son outil d'envoi de réception d'email, quoi. Merci beaucoup, Eric. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que donc sur ce lien que je viens de vous envoyer, vous pouvez autant retrouver les entreprises européennes que belges qui sont déjà connectées à PayPal. Et puis, Vraiment. on a une question intéressante de Geoffrey et je vais faire un parallèle avec une autre qui nous a été posée dans votre formulaire d'inscription. Quand je reçois, hein, donc je suis inscrite sur une plateforme et Geoffrey nous demande concernant les extraits bancaires, seront-ils liés à PayPal? Et l'autre question que je voulais déjà te poser aussi, Eric, comment ça va se passer avec Amazon Business? Comment ça va se passer avec mon fournisseur d'eau? Comment ça va se passer avec toute une série de personnes qui vont m'envoyer des factures? Donc tout Oui. d'abord, pour Geoffrey, concernant les extraits bancaires, seront-ils liés à PayPal? Et puis ensuite, si on peut répondre au volet réception de factures, qu'aujourd'hui, je scanne, je vais chercher à gauche, à droite, je reclasse, je trie. Ça marche. Donc pour cette première partie, c'est clair que bon, on est parti sur une solution qui est donc nettement plus facile pour la réception de ces factures. Donc c'était Geoffrey hein, qui demandait. Ouais, excuse-moi, j'étais un petit peu distrait. Donc en fait, lui, Pas de souci. oui, c'était pour quelle partie, lui?
Concernant les extraits bancaires, Les extraits seront bancaires. liés à PayPal. Oui. Voilà. Pour les extraits bancaires, donc en fait, il s'agit de traitement de fichiers qu'on appelle des fichiers CODA en général et qui sont intégrés dans les logiciels par un autre flux. En général, mais ce sont les banques qui les transmettent par voilà, plusieurs fournisseurs de services, comme Codabox par exemple, et qui sont récoltés par les logiciels de comptabilité et de gestion. Et donc, c'est comme ça que ces mouvements arrivent. C'est également des fichiers structurés qui sont injectés automatiquement et qui sont réconciliés, donc où il y a un appurement, une liaison qui est faite entre les mouvements de ces fichiers, donc tous les mouvements en débit, en crédit sur le compte, qui sont liés à une facture d'achat ou une facture de vente. Et ça, on espère le plus automatiquement possible. Donc, c'est la bonne pratique. Cela étant, par le réseau PayPal, on sait faire passer d'autres documents qu'une facture. On sait faire passer des bons de livraison, des bons de commande et compagnie, mais également des extraits. C'est peu pratiqué. C'est peu pratiqué, c'est pas la voie la plus usitée. Ça arrive par les codas, par les banques en fait. Hein. Vous avez déjà entendu parler d'Isabelle, qui permet de télécharger des codas par exemple aussi. Donc il y a d'autres voilà, d'autres moyens, mais on ne va pas privilégier dans l'usage courant des échanges entre entreprises. Donc le transfert d'extraits de compte en banque, parce qu'on préfère qu'ils viennent en direct des banques parce que là, on est sûr de leur validité, alors que si c'est un tiers client-fournisseur qui veut les transmettre, évidemment, on n'est pas toujours sûr de ce qui peut être échangé, auquel cas, ben, le réseau PayPal n'est peut-être pas adapté. Donc ça, c'était pour cette partie, première partie. La deuxième partie, c'était pour le Et téléchargement des documents. Hein. avant que tu n'embrayes sur cette deuxième partie, je profite déjà pour lancer une enquête de satisfaction concernant cette session. Et en parallèle, je te propose de répondre à cette question sur la réception de toute une série de factures Oui. d'achat. Donc, ce qui est passablement allez, fatigant, c'est de devoir se connecter sur 36 plateformes différentes. Une plateforme voilà, d'institut bancaire pour télécharger des factures de leasing ou de renting, de devoir se connecter sur une plateforme donc des eaux, hein, pour citer les WDE, où on doit les télécharger là également. Ne parlons pas d'Amazon et des autres GAFAM où ces factures ben, sont souvent mal structurées, les plateformes prennent du temps pour donner accès aux factures, et donc tout ça est laborieux. Et donc, tous les assujettis, donc en l'occurrence belges et les GAFAM sont tenus d'avoir des numéros de TVA nationaux, seront censés donc vous envoyer leurs factures par PayPal, ce qui va normalement nous faire nous épargner en fait de devoir se connecter à toutes ces plateformes, donc les WDE, donc tous ces opérateurs nationaux vont être obligés de transmettre ces factures par le réseau PayPal et elles vont revenir automatiquement donc, sur votre portail ou sur votre application. Donc ça, c'est quand même un beau progrès. Donc d'un côté, éviter le téléchargement et de l'autre, avoir une facture structurée qui soit lisible et intelligible et structurée de manière standard, je vais dire, ce qui est aussi problématique avec voilà, des internationaux comme Amazon où les factures sont hyper complexes et difficiles à interpréter. Quoi. Voilà. Et les Voilà. communes sont-elles Euh, obligées d'envoyer par PayPal? Je viens de voir une ah, question juste à surgir. l'instant. Oui, 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 ils sont tenus de le faire, absolument. Donc les communes vont devoir s'y mettre aussi. Autant vous dire qu'on n'y est pas. Hein. Voilà. Donc en fait, il y a 1 300 000 assujettis, plus, voilà, je crois qu'il y a entre 400 et 600 sociétés parastatales ici sur la région Wallonne, plus toutes les intercommunales, les communes et compagnie, sont tous censés y passer. Hein. Et donc, c'est clair que tout le monde n'y est pas et que ça va poser des problèmes, évidemment. Il y a Azita dans la discussion qui nous partage une réflexion, Eric. Elle nous disait qu'elle avait volontairement exigé de la part de ses fournisseurs de recevoir des versions papier de ses factures de gaz, d'eau, etc. Et donc, que va-t-il se passer pour elle? Donc, aujourd'hui, elle reçoit tout en papier, elle a fait ce choix. Ok. Comment ça se passe pour elle demain? Donc, on parle bien, Azita, de factures professionnelles. Hein. On Oui, est donc d'accord, ça doit être pour un hein. assujetti TVA. Donc Si si c'est j'ai en tant si que j'ai un, particulier, rien ne change. Hein.
Voilà, hein, donc si je suis propriétaire de mon magasin et je reçois mes factures d'eau et d'électricité pour mon commerce, par exemple. C'est ça, c'est ça. Donc il s'agit de factures entre assujettis TVA, donc ils doivent obligatoirement passer par le réseau PayPal. Et donc, vous les recevrez par ce biais-là. Vous aurez peut-être l'opportunité de demander à certains fournisseurs de quand même vous envoyer un duplicata par papier, parce que rien ne vous empêche d'envoyer ou de demander qu'on vous envoie des duplicata par la voie que vous jugez utile, que ce soit par email ou par format papier, hein. Donc, dans le code, il n'y a rien qui vous empêche d'envoyer 20 duplicata d'une facture. Il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, l'original, il n'y en aura qu'un et un seul. Ce sera le fichier XML qui transite par le réseau PayPal. Et donc, à travers cette étiquette de pièce comptable, pièce facture originale, vous devrez être en mesure de restituer cet original à simple demande à un fonctionnaire en cas de contrôle, donc TVA ou contribution. Donc, cet original, vous êtes tenu de le conserver à minima 7 ans, voire plus s'il s'agit d'une facture qui concerne un bien amorti pour une durée supérieure à 7 ans. Donc, par exemple, un immeuble avec du matériel ou l'immeuble lui-même que vous amortissez 15 ans, eh bien, vous serez obligé de conserver ces factures, donc l'original, donc le fichier XML, à minima, donc 15 ans dans ce cas-ci. Voilà. Il vous reste 4 minutes pour nous poser des questions si vous le souhaitez. Moi, je voudrais déjà, avant toute chose, te remercier, Eric, pour la qualité des réponses que tu apportes. Je veux bien que tu repartages à l'écran les dates des prochains webinaires pour ceux et celles qui, après les congés de Noël, auraient encore des interrogations sur le sujet. Et puis, n'hésitez pas, si vous n'avez pas eu l'occasion de répondre à notre micro-enquête de satisfaction, c'est très très rapide. Merci à Sandra qui était en ligne pour partager avec nous de précieux liens dans le chat. Elle nous envoie encore un nouveau lien pour que vous puissiez aller vous-même sur le site voir toutes les dates. N'hésitez pas si vous avez encore deux, trois questions. Et si vous n'en avez pas, eh bien, Eric, les 3 dernières minutes sont à toi pour nous faire un rappel peut-être des principaux éléments qu'on ne doit pas oublier avec lesquels on doit repartir aujourd'hui. Bien, écoutez, voilà, c'est plus le moment de tergiverser, hein. On est le 18 décembre. C'est voilà, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Si vous n'arrivez pas à trouver la solution idéale pour vous, bien, il va falloir vous onboarder rapidement sur une solution web en ligne, style Dockle par exemple, dont on a beaucoup parlé, qui fait relativement bien le boulot, qui a comme vocation également la conservation documentaire. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire sur cette solution-là en attendant de trouver mieux. Ça prend que quelques minutes et vous êtes en ordre avec le législateur. En plus, ça vous permettra de vous mettre le pied à l'étrier, d'appréhender donc cette évolution. Je pense que c'est plus difficile pour les gens qui n'en font que de la facturation aujourd'hui avec Word ou Excel ou manuel. Les gens qui utilisent déjà des logiciels de facturation, c'est une démarche plus simple évidemment, mais ceux qui, voilà, ou ceux qui se lancent, qui commencent, voilà, il va falloir faire un choix peut-être simple, étant donné l'urgence, pour au moins être en ordre vis-à-vis du législateur, donc avec voilà, ces solutions web, grandes solutions web qu'on retrouve pour le moment voilà, sur le plateau des offres belges. Oui, juste une petite chose. Je disais sur le plateau des offres belges, j'ai vu passer le nom d'un logiciel tout à l'heure et en fait, on me dit que pensez-vous de ce logiciel-là? Et je ne retrouve pas son nom, mais en fait, Oh, c'était ABC quelque chose, oui, non? il est pas Voilà. compatible PayPal, il n'est pas sur le réseau PayPal, donc voilà, c'est une solution française et donc c'est pas possible, quoi. Voilà, donc il Et faut prendre des solutions plutôt, voilà, hein, s'assurer qu'elles soient reprises dans la liste des applicatifs qui sont, voilà, j'affiche rapidement un fichier Excel qui est mis à disposition par le SPF Finance sur la liste des applications référencées qui sont compatibles PayPal, hein. Donc il faut quand même prendre un outil compatible, hein. appelle-nous, comment peut-on avoir accès à cette liste, Eric, s'il te plaît?
Eh bien, c'est sur le site du SPF et où est-ce qu'elle est la page? Je vous la reprends. Je vous la reprends. C'est ici, ifacturation.belgium.be et il y a les liens, Ça, tout ça je est vais le utile dessous. Ouais. partager. Oui. Donc ça, c'est oui, hein, il faut évidemment jeter votre dévolu vers une application qui est bien entendu connectée au réseau PayPal, hein. Donc si elle n'est pas compatible PayPal, euh, vous ne rencontrerez pas l'attente du législateur au 1er janvier 2026. Donc c'est pour ça que je cite à chaque fois des applicatifs qui sont toujours bien référencés dans cette liste officielle et qui sont voilà, de toute façon reconnus dans le secteur, quoi, hein. Voilà. Et une dernière question très pertinente d'Anthony, merci de la poser. Doit-on renseigner à nos fournisseurs eau, gaz, voire même à nos fournisseurs de manière générale, notre ID PayPal, ou juste avec notre numéro de TVA, ils verront que nous sommes sur PayPal? Voilà, donc juste avec le numéro de TVA, ils le verront, hein. Typiquement, c'est Proximus qui scanne le réseau en permanence et qui détecte en fait votre arrivée sur le réseau PayPal. Et en général, c'est une première facture qu'on reçoit, hein. Donc ça fonctionne très bien. Il se peut, cela étant, que certains fournisseurs ben, ne vous activent pas, hein, ne font pas la démarche de vous voilà, le transmettre spontanément. Voilà, et là, il sera peut-être utile donc de leur transmettre cet identifiant. Mais donc, en théorie, ça doit avoir lieu automatiquement, mais on sait que vous devrez quand même le faire. Il y aura l'un ou l'autre fournisseur voilà, qu'il faudra le préciser, quoi. Eh bien voilà, Eric, nous avons répondu à toutes les questions posées. Donc, Et pour moi, c'est les dernières de l'année. voilà. Et j'en suis très heureux. J'ai encore des milliers de onboarding PayPal à faire. C'est pas une blague. Il nous en reste plus de 1000 encore chez nous. Donc, on a encore beaucoup de travail. Mais pour moi, c'est fini les questions pour cette année-ci. Donc, je vais me consacrer Voilà. uniquement à l'onboarding. Et donc, les prochains rendez-vous sont à l'écran. Sandra vous a partagé le lien de la conversation. Vous recevrez plein d'informations demain. Merci Sandra, merci à tous. On vous souhaite, Eric et moi, de belles fêtes de fin d'année. Et surtout, on vous souhaite de franchir le pas, de mettre vos freins de côté, d'y Absolument. aller. Vous aurez le droit à l'erreur, vous aurez le droit de changer d'avis sur le logiciel sélectionné, mais surtout, allez-y et vous verrez que ces outils, ces logiciels vous seront encore bien plus utiles indépendamment de cette obligation Absolument. de passer par la facturation électronique. Vous y découvrirez pas à pas beaucoup d'avantages. Voilà. Allez, Euh, formidable. Belle soirée à tous et à Voilà, excellente fête de fin d'année. Grand merci.